Âgé de 9 ans, David Thompson a annoncé au tribunal de la famille qu'il représentait légalement sa mère, ce qui a stupéfié le juge Harrison et son père, Robert Wellington. La déclaration de David, malgré sa jeunesse, a perturbé l'atmosphère officielle de l'audience concernant la garde de plusieurs millions de dollars. Sa mère, Janet, le regardait avec une fierté mêlée d'inquiétude tandis qu'il se tenait à ses côtés. Initialement, le juge Harrison a voulu le faire partir, affirmant que la procédure était réservée aux adultes. Néanmoins, David a calmement insisté sur son droit de parole concernant les sujets qui le concernaient directement, en référence à l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, un traité ratifié par les États-Unis. Robert Wellington, un magnate de l'immobilier fortuné de Chicago, a manifesté de l'agitation, car son équipe juridique onéreuse n'avait pas anticipé une telle intervention. Janet Thompson, la mère de David, subvenait seule aux besoins de David en travaillant de longues heures en tant qu'aide-soignante, alors que Robert n'avait fait que 4 apparitions dans la vie de David en 8 ans, toujours avec des cadeaux éphémères et des promesses non tenues, mais il réclamait maintenant la garde exclusive. Le docteur Mitchell, l'avocat principal de Robert, a soulevé une objection, décrivant la situation comme anormale et remettant en question la compétence légale de David. David l'a coupé, affirmant son droit à être entendu et suggérant que s'ils se préoccupaient vraiment de son intérêt, ils écouteraient plutôt que de tenter de le réduire au silence. Robert a rapidement chuchoté des instructions au docteur Mitchell, mais David a persisté, ouvrant son cahier d'école soigneusement rempli. David a annoncé au juge qu'il avait préparé un exposé étayé, justifiant pourquoi il devrait demeurer auprès de sa mère, et incluant des preuves des intentions réelles du demandeur, des éléments qu'il estimait très révélateurs pour la cour. Le teint de Robert devint visiblement pâle, alors qu'il s'interrogeait sur les découvertes de son fils et sur la manière dont un enfant de 9 ans s'était montré plus préparé que sa propre équipe d'avocats de renom. Chacun dans l'assistance comprit qu'il assistait à un moment exceptionnel, un jeune garçon détenant des informations capables de révéler des contre-vérités. Le docteur Mitchell retrouva rapidement son aplomb, rappelant que la Cour traitait des affaires complexes de droit de la famille exigeant une représentation juridique appropriée. David répliqua immédiatement, demandant pourquoi il n'avait pas bénéficié d'une assistance juridique, soulignant que durant les 8 mois de la procédure, personne n'avait estimé pertinent d'écouter l'avis de la personne la plus directement concernée par la décision. Robert Wellington manifestait de l'inconfort, mal à l'aise face à la sérénité de David, qui restait imperturbable devant le cadre officiel, les coûteux avocats ou l'imposante stature de son père biologique. Janet contemplait son enfant, ressentant un mélange de fierté et d'inquiétude, se remémorant les semaines où David avait rapporté de la bibliothèque des ouvrages sur les codes juridiques, des manuels sur les droits des enfants et des cas précédents, ce qu'elle avait naïvement pris pour de la simple soif de savoir. Le docteur Mitchell a de nouveau déclaré que son client, Robert, cherchait réellement la garde dans l'intérêt de son fils, arguant que Madame Thompson n'avait pas les moyens d'offrir les perspectives éducatives et sociales qu'un enfant aussi talentueux que David méritait. David a murmuré intéressant en rouvrant son carnet. Il a marqué une pause sur l'expression véritable préoccupation avant de solliciter la permission du juge de partager des faits sur cette prétendue inquiétude. Le juge Harrison, habitué à une multitude de cas de garde, n'avait jamais fait face à une telle situation, confronté à un enfant dont l'éloquence et la préparation dépassaient celles de nombreux adultes. Janet a suggéré avec douceur de laisser les professionnels du droit gérer, mais David l'a interrompu délicatement, faisant remarquer leur incapacité à s'offrir des avocats comme le docteur Mitchell, ce qui impliquait qu'il devait prendre la parole, faute de quoi personne ne le ferait. Robert Wellington a finalement pris la parole, s'adressant à David comme à son fils et reconnaissant la complexité de la situation. David l'a coupé net, déclarant avec fermeté « Ne m'appelez pas fils ». Il a ensuite révélé qu'en 9 ans, Robert n'avait effectué précisément que 4 apparitions, 2 visites d'anniversaire tardives, une visite de Noël intercalée entre des engagements mondains, et une pour une séance photo avec la presse locale en vue d'un article sur les entrepreneurs généreux. Un profond silence a envahi la salle. Robert a tenté de protester, mais David a continué, racontant leur dernière interaction 6 mois plus tôt, où Robert n'avait passé que 15 minutes dans leur logement, critiquant le mobilier, se plaignant de l'odeur d'hôpital de sa mère et insinuant que David avait du potentiel avec une éducation adéquate. David a réajusté ses lunettes, puis a souligné que Robert avait déposé sa demande de garde 2 semaines après cette brève visite. Le docteur Mitchell a chuchoté des mots urgents à Robert, mais David n'avait pas fini son intervention. David a informé la Cour que ses investigations sur son géniteur avaient mis en lumière une récente et coûteuse défaite judiciaire contre ses associés, la procédure de divorce contestée de sa 3e épouse, et une découverte très significative concernant un fonds fiduciaire établi par sa défunte grand-mère paternelle. Le visage de Robert Wellington est devenu encore plus pâle, stupéfait que son fils de 9 ans ait pu dénicher des renseignements que ses propres conseils ignoraient.
David tourna une page de son carnet, affichant son premier sourire depuis le début de l'audience, un sourire non pas enfantin et innocent, mais celui de quelqu'un maîtrisant les atouts. Avant d'aborder les questions d'héritage et les mobiles financiers, a déclaré David en refermant son carnet, pourquoi ne pas discuter des raisons pour lesquelles un homme qui n'a jamais manifesté de réel intérêt paternel a soudainement développé un tel instinct? Robert Wellington était visiblement en sueur, et ses avocats onéreux semblaient complètement désemparés, n'étant pas préparés à confronter un enfant qui en savait manifestement plus qu'eux sur la situation financière de leur client. Le juge s'est penché en avant, sa curiosité juridique éveillée, soulignant l'élocution exceptionnelle de David. Il a interrogé David sur la nature des preuves qu'un enfant de 9 ans pouvait avoir rassemblées. David, réajustant ses lunettes, un geste qui devenait sa signature au tribunal, a expliqué qu'au cours des 3 derniers mois, depuis qu'il avait été informé du procès, il avait dédié tous les mardis et mercredis après-midi à des recherches à la Bibliothèque publique centrale. Le docteur Mitchell l'a interrompu avec condescendance, lui demandant ce qu'il cherchait. David a énuméré les documents officiels, les archives de presse, les dossiers d'entreprise disponibles et les précédentes affaires judiciaires de M. Wellington, ouvrant une nouvelle section de son carnet. Il a ajouté que la bibliothécaire en chef, Madame Rodriguez, titulaire d'une maîtrise en sciences de l'information, lui avait enseigné comment accéder aux bases de données juridiques fondamentales. Janet a regardé son fils avec étonnement, réalisant que le projet spécial de David à la bibliothèque visait en réalité à sauver leur famille. Robert Wellington a finalement éclaté, jugeant absurde qu'un enfant de 9 ans puisse fouiller dans sa vie privée comme un détective. David l'a calmement corrigé, affirmant qu'il s'agissait d'informations accessibles au public, parfaitement légales et à la portée de tout citoyen américain, quel que soit son âge. Madame Rodriguez était devenue une figure bien plus importante qu'une simple bibliothécaire pour David. Quand David l'a approché la première fois pour s'informer sur le système judiciaire familial, Madame Rodriguez a discerné sans tarder sa détermination voilée d'un certain désespoir. Elle avait auparavant confié à Janet, la semaine précédente, que David fréquentait assidûment la bibliothèque depuis 3 mois, absorbant les textes juridiques avec la même avidité que d'autres enfants les bandes dessinées, et assimilant les informations à une vitesse extraordinaire. David a poursuivi sa présentation de manière organisée, révélant qu'au cours des 18 derniers mois, M. Wellington avait été impliqué dans 3 contentieux majeurs. Il avait subi une perte de 2,3 millions de dollars lors d'un procès contre d'anciens associés de Wellington Industries, et sa 3e épouse avait initié une procédure de divorce, invoquant des motifs irréconciliables, ce qui, d'après les termes juridiques, impliquait qu'il lui dissimulait des fonds. Robert avait le visage cramoisi de colère. Et plus révélateur encore, a interjeté David, tournant les pages avec méthode, j'ai découvert que ma grand-mère paternelle décédée, Eleanor Wellington, avait constitué un fonds fiduciaire de 1,7 million de dollars spécialement pour moi, accessible uniquement à mes 18 ans ou si mon père biologique obtenait la garde légale complète. Le tribunal est resté silencieux. Le docteur Mitchell a chuchoté de manière pressante à Robert, qu'il a complètement ignoré. David a continué, affirmant que cela ne constituait pas un hasard. Il a expliqué que sa grand-mère était décédée lorsqu'il avait 2 ans, et que durant cette année, M. Wellington n'avait jamais évoqué son existence à sa famille, ne leur ayant jamais permis de se rencontrer, ni de savoir qu'elle avait un petit-fils. Janet se souvenait parfaitement que Robert avait catégoriquement refusé que sa famille soit au courant de cette affaire, en faisant référence à son propre enfant. Néanmoins, lorsque Madame Eleanor Wellington a découvert David grâce à une investigation privée, dont David a trouvé les traces dans les dossiers successoraux, elle a aussitôt établi le fonds avec une clause très spécifique. David a fait une pause théâtrale, s'assurant que chacun l'écoutait attentivement. L'argent serait débloqué pour ses soins et son instruction seulement si son père démontrait une réelle implication envers son bien-être en obtenant la garde légale. Si la garde n'était jamais recherchée, les fonds iraient directement à David à l'âge de 18 ans sans aucune intervention parentale. David a conclu que ce raisonnement était à la fois simple et cruel. David a expliqué que Robert l'avait délaissé durant 9 ans, ratant ainsi l'opportunité d'accéder à l'héritage via une tutelle naturelle, et que, désormais ruiné et sans espoir, il tentait d'obtenir la garde tardive pour s'approprier les fonds. Cependant, ma grand-mère n'aurait pu prévoir une chose, a ajouté David, refermant son carnet. Elle ne savait pas que son fils bâtirait une carrière en détruisant de petites entreprises familiales par des tactiques agressives. Le docteur Mitchell s'est levé brusquement, affirmant que David proférait des allégations sans fondement. « Je peux étayer toutes mes déclarations », a rétorqué David, ouvrant son sac d'écolier et en sortant une chemise cartonnée remarquablement bien organisée. Il a présenté des copies de 17 procès des 5 dernières années, démontrant que Wellington Industries avait acquis des biens auprès de familles en détresse financière bien en dessous de leur valeur marchande,
en exploitant des informations confidentielles obtenues par des contacts bancaires. Janet observait, sidérée, son fils transformer une audience de garde en une enquête pénale improvisée, en n'utilisant qu'une bibliothèque publique et une détermination féroce. David a continué, sortant des photographies imprimées de son dossier, décrivant comment une de ses familles, les Santos, des immigrés mexicains propriétaires d'une modeste boulangerie, travaillait 18 heures par jour. Monsieur Wellington avait appris par une connaissance à la banque qu'ils accusaient 3 mois de retard sur leur prêt à cause de l'hospitalisation d'urgence de leur plus jeune fils. Robert Wellington transpirait désormais de manière évidente. Robert a tenté de s'opposer, mais David l'a interrompu, déclarant que cela révélait un schéma comportemental, un individu qui cible les familles vulnérables pour un profit financier et qui tentait maintenant de s'en prendre à sa propre famille vulnérable pour la même motivation. Le juge Harrison parcourait les documents de David, son expression devenant de plus en plus grave. Il a demandé à David comment il avait obtenu ces informations. David a méticuleusement listé ses sources, les archives judiciaires publiques, les coupures de journaux locaux et les documents constitutifs disponibles sur la base de données de l'État. Il a ajouté que Madame Rodriguez lui avait enseigné que la vérité est presque toujours publiquement accessible. Il suffit de savoir où chercher. Le docteur Mitchell a tenté une dernière manœuvre. Le docteur Mitchell a soutenu que même si les affirmations de David se révélaient exactes, ce qu'il ne concédait pas, cela n'altérait en rien la capacité de son client à proposer de meilleures perspectives éducatives à l'enfant. David a esquissé un sourire calculé et non innocent, car il avait réservé son argument le plus percutant pour la fin. Concernant l'instruction, a-t-il déclaré, en ouvrant la dernière partie de son carnet, puis-je vous faire part d'une information intéressante sur les intentions éducatives de M. Wellington à mon égard? C'est alors que Robert Wellington a pleinement pris conscience de son erreur de jugement. Son fils de 9 ans n'était pas seulement intelligent, mais aussi stratège, ayant mis au jour des secrets ignorés même de ses propres conseillers juridiques. Le silence régnait dans la salle d'audience, en attente de la révélation finale et dévastatrice. David a répété, au sujet de l'éducation, ouvrant la dernière section de son cahier avec la précision d'un chirurgien, « Je souhaiterais vous exposer les véritables projets éducatifs de M. Wellington me concernant. » Robert Wellington a dégluti difficilement, ses yeux naviguant nerveusement entre son avocat et le garçon qui était devenu sa pire crainte. David a poursuivi méthodiquement, affirmant que lors d'une de ses 4 visites au cours des 9 dernières années, il avait intercepté une conversation téléphonique très révélatrice où M. Wellington parlait de régler le problème de l'enfant après avoir obtenu sa garde. Le docteur Mitchell s'est levé brusquement, arguant que des discussions privées ne pouvaient être produites comme preuve. « Je peux corroborer chaque mot », l'a interrompu David, sortant de sa mallette un petit enregistreur numérique, expliquant que Madame Rodriguez lui avait appris que la preuve documentée est cruciale dans toute affaire juridique. Le silence qui a suivi était assourdissant. Robert Wellington tremblait visiblement, ses doigts tambours sur la table tandis qu'il réalisait qu'il avait complètement sous-estimé l'acuité intellectuelle de son fils. Cet enregistrement a été réalisé lors de sa dernière venue dans notre appartement il y a 6 mois, a calmement précisé David au juge. David a précisé que M. Wellington supposait qu'il était en train de faire ses devoirs dans sa chambre, mais que l'appareil enregistreur était resté activé dans le salon. Le juge Harrison a inspecté l'appareil et a demandé à David s'il était absolument certain de vouloir le présenter comme élément de preuve. David a affirmé sa totale conviction. L'enregistrement, avec la voix indéniable de Robert Wellington, a retenti dans le silence de la salle d'audience. On a entendu Robert déclarer « Écoutez, dès que j'aurai la garde légale, le jeune homme ira directement à la Riverside Military Academy. C'est une institution stricte du Colorado. Ils savent gérer les enfants difficiles. Il y restera jusqu'à ses 18 ans, et j'aurai un accès complet au fonds d'héritage pour les dépenses liées à son éducation. » L'interlocuteur restait inaudible, mais Robert a continué, « Exactement. 500 $ par mois pour la pension. Le reste me revient. L'enfant n'a même pas besoin d'être au courant de l'argent. C'est une solution idéale. Elle est hors jeu. J'ai accès au fonds, et je donne toujours l'impression d'être un père responsable. » Janet s'est couvert la bouche, des larmes coulant sur son visage, comprenant la cruauté du stratagème de Robert. Le docteur Mitchell était blême, assistant à la chute de son client par ses propres déclarations. « Il y a encore plus, » a ajouté David calmement, en coupant l'enregistrement. La seconde partie de l'enregistrement était encore plus accablante, Robert déclarant « Le problème n'est pas uniquement l'argent. C'est que le garçon est trop perspicace pour son propre bien. Il pose des questions, observe tout. Il serait préférable de le tenir à l'écart jusqu'à ses 18 ans,
et je pourrais régulariser la situation financière. Des enfants comme lui, enfin, vous savez, nous ne voulons pas qu'il ait des ambitions démesurées. Robert Wellington a explosé, qualifiant la situation de piège et affirmant que David l'avait incité, prétendant qu'un enfant de 9 ans ne pouvait pas. David l'a interrompu, sa voix acérée comme une lame, demandant « Un enfant de 9 ans ne peut pas quoi? Ne peut pas être intelligent. Ne peut pas se défendre. Ne peut pas révéler la vérité sur un père qui le considère comme un problème à résoudre. » Le juge Harrison a éteint l'enregistreur et a signifié à Robert Wellington que l'enregistrement, combiné aux preuves financières, dépeignait de manière très claire ses réelles motivations. David a poursuivi, affirmant avoir également mis en lumière le bilan désastreux de la Riverside Military Academy, avec 3 suicides d'élèves au cours des 5 dernières années et une enquête fédérale pour des cas de maltraitance physique et émotionnelle envers des mineurs. Le docteur Mitchell a tenté un ultime coup désespéré, arguant que son client possédait des ressources financières supérieures. David l'a interrompu, demandant « Pour m'envoyer dans un lieu où des enfants perdent la vie afin d'utiliser mon héritage tout en prétendant se soucier de moi? Pour me séparer de la seule personne qui m'aime réellement ?» Robert Wellington a totalement perdu son calme, qualifiant David d'enfant insolent qui ignorait sa place, et lui rappelant « Je suis ton père. » « Tu es un inconnu qui partage mon matériel génétique, » a rétorqué calmement David, provoquant un frisson dans l'assistance. Un père authentique ne chercherait pas à se débarrasser de son propre fils pour lui dérober son argent. Le juge a frappé de son marteau pour rétablir l'ordre, sommant M. Wellington de s'asseoir ou d'être expulsé. David a tourné la dernière page de son carnet, déclarant qu'il restait une dernière chose à mentionner, une découverte qu'il avait faite sur la véritable motivation de sa grand-mère pour la création de ce fonds fiduciaire. Le teint de Robert Wellington s'est accentué. David a révélé avoir trouvé une missive de sa grand-mère dans les archives successorales, lui étant adressée pour être ouverte à ses 16 ans, mais la bibliothécaire l'avait aidé à comprendre qu'il pouvait en demander un accès anticipé dans le cadre d'un litige de garde. La dernière révélation fracassante était imminente. David a expliqué que sa grand-mère avait consigné qu'elle était consciente que Robert n'avait jamais été un bon parent, qu'elle avait spécifiquement établi la fiducie pour le protéger de lui, et que si Robert tentait un jour d'obtenir la garde uniquement pour l'argent, David devait mobiliser toutes les ressources de la fiducie pour assurer sa défense. David a refermé le carnet et a fixé Robert Wellington du regard, ajoutant qu'elle avait même engagé des détectives privés qui avaient documenté toutes les manigances financières de Robert au fil des ans, et que tout était conservé auprès de l'administrateur des fonds. Robert Wellington s'est effondré sur sa chaise, réalisant enfin qu'il avait été entièrement dominé par un enfant de 9 ans qu'il n'avait perçu que comme un simple inconvénient. Le juge Harrison a frappé de son marteau, rejetant sans équivoque la requête de garde en se basant sur l'intégralité des éléments présentés, incluant les pièces financières, les enregistrements et les antécédents avérés du demandeur. De surcroît, il a ordonné une investigation complète concernant une possible utilisation frauduleuse des fonds fiduciaires. Le docteur Mitchell a chuchoté avec urgence à Robert, mais il était manifeste que l'issue de l'affaire était irréversiblement compromise. David a rangé ses documents avec méthode, maintenant son calme durant toute la procédure. Il a sollicité une dernière demande, que le juge a acceptée. David a affirmé n'agir ni par courroux ni par désir de représailles, mais par conviction que chaque enfant mérite une famille qu'il aime sincèrement, et non une qui le perçoit comme une opportunité économique. Alors que Robert Wellington était escorté hors de la salle par les agents de sécurité, ayant été sommé d'être appréhendé par le juge pour tentative de fraude, David a finalement esquissé un léger sourire sur son visage. Dans cette salle d'audience silencieuse, un enfant de 9 ans avait démontré que l'intellect, la préparation et un amour authentique pouvaient triompher de toute somme d'argent et de tout privilège. La réussite de David représentait bien plus qu'une simple querelle de garde. Elle marqua le début d'une transformation destinée à changer pour toujours la vie de sa famille. 3 années plus tard, l'existence de David Thompson s'était métamorphosée de manières imprévues. L'enregistrement qui provoqua la déchéance de Robert Wellington permit non seulement de gagner le procès, mais il devint également viral sur les réseaux sociaux, érigeant David en figure emblématique nationale pour les enfants refusant de subir l'injustice en silence. La vidéo a cumulé plus de 50 millions de vues et a inspiré des modifications législatives dans 17 États américains. David Thompson, alors âgé de 12 ans, plus grand et muni de nouvelles lunettes mais toujours posé, a participé à l'émission matinale la plus populaire d'Amérique. Interrogé sur ce que l'on ressentait à être désigné comme l'enfant le plus intelligent d'Amérique, David a souri et a répondu qu'il préférait être nommé David, qui a appris que chaque enfant a le droit de s'exprimer, même lorsque les adultes feignent de ne pas écouter. Le public présent dans le studio a éclaté en applaudissements émus. Janet observait depuis l'arrière-scène,
vêtue de son uniforme de superviseur en soins infirmiers, une promotion qu'elle avait obtenue suite à l'inspiration de son récit pour une campagne nationale en faveur des mères actives. Son établissement hospitalier a créé un fonds de bourse désigné sous le nom de programme Janet Thompson, destiné aux enfants des employés à revenus modestes. L'animateur a invité Janet à monter sur scène. Malgré sa nature réservée, elle rayonnait de la même fierté que celle ressentie lors de l'audience au tribunal. Janet a affirmé que David avait toujours été unique, mais ce qui la comblait le plus de fierté était sa bienveillance, davantage que sa seule intelligence, car il avait choisi de mettre son expérience au service d'autres familles plutôt que de s'en glorifier. En effet, David avait passé les 3 années précédentes à visiter des établissements scolaires dans des zones défavorisées, enseignant aux jeunes leurs droits fondamentaux en matière juridique. Son ouvrage, intitulé « Chaque enfant a une voix », est devenu un best-seller, et l'intégralité des profits finance un programme offrant une aide juridique gratuite aux familles impliquées dans des litiges de garde. L'animateur a questionné David sur son projet Cool Law Library. David, ajustant ses lunettes distinctives, a expliqué qu'après avoir constaté comment une bibliothèque publique l'avait soutenu, il avait pris conscience que beaucoup d'autres enfants étaient confrontés à des situations similaires sans savoir où chercher de l'aide. Ils ont établi de petites sections dans 1200 bibliothèques publiques, proposant des livres sur les droits des enfants dans un langage accessible et des ordinateurs avec un accès gratuit aux ressources juridiques de base. La caméra s'est focalisée sur Janet, qui essuyait discrètement une larme, ayant vu son fils transformer une épreuve personnelle en un mouvement sociétal en l'espace de 3 ans. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Robert Wellington suivait l'émission depuis son petit appartement situé en banlieue de Chicago. Ses cheveux étaient devenus gris, ses vêtements étaient modestes, et il exerçait la profession de vendeur dans un magasin d'électronique, son unique emploi trouvé après la révélation publique de son histoire. L'enquête ordonnée par le tribunal avait mis en évidence non seulement sa tentative de fraude concernant le fonds fiduciaire de David, mais également un réseau de manipulation financière qui avait entièrement ruiné Wellington Industries. Robert a perdu son entreprise, sa demeure, son mariage et sa réputation, et a purgé une peine de 18 mois d'emprisonnement. Le jeune est encore à la télévision, a-t-il grommelé avec irritation en éteignant l'appareil, car l'histoire de David apparaissait quelque part presque chaque semaine depuis 3 ans, rappelant au monde ses délits. Ce qui était le plus difficile à supporter pour Robert était la dignité constante de David lorsqu'il était question de son père biologique. David ne s'exprimait jamais négativement en public à son égard, ce qui incommodait encore davantage Robert. « J'espère qu'il trouvera la sérénité et comprendra que le véritable sentiment d'amour ne s'achète ni ne se dérobe », avait déclaré David lors d'une entrevue récente, ajoutant que nourrir du ressentiment n'aidait personne, mais que fixer des limites était essentiel pour la protection de ceux que l'on affectionne. De retour au plateau de télévision, l'animateur a interrogé David sur les conseils qu'il donnerait à d'autres enfants confrontés à des situations familiales délicates. David a observé une pause, puis a fixé directement la caméra, leur conseillant qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils possèdent une influence plus grande qu'ils ne l'imaginent, et que la vérité triomphe invariablement, même lorsque cela paraît invraisemblable. Il a de nouveau marqué une pause, puis a poursuivi avec la sagesse de celui qui avait fait face à de grands défis et remporté la victoire, les exhortant à ne permettre à personne de les persuader qu'ils sont trop jeunes pour opérer un changement. J'avais 9 ans quand j'ai transformé ma vie et celle de ma mère pour toujours. Vous avez aussi la capacité de transformer la vôtre, a-t-il conclu. 6 mois plus tard, David a reçu une missive particulière de Sofia Martinez, une fillette de 10 ans de Los Angeles, qui avait eu recours au projet des bibliothèques Cool Law pour aider sa grand-mère immigrante à éviter une expulsion injuste. La lettre de Sofia se terminait par des remerciements pour lui avoir enseigné que chaque enfant a le droit de s'exprimer, une voie qu'elle avait utilisée pour sauvegarder sa famille. Janet a trouvé David absorbé par la lecture de la lettre dans sa chambre, entouré de centaines de correspondances similaires provenant d'enfants des 4 coins du pays. Elle lui a demandé ce que cela représentait de savoir que son audace avait inspiré tant d'autres. David a soigneusement plié la lettre de Sofia et l'a déposée dans une boîte spéciale où il conservait toute sa correspondance. Il a ensuite questionné Janet si elle se rappelait lui avoir dit que parfois les événements les plus effrayants de l'existence se révélaient être les plus significatifs. Janet a acquiescé, se remémorant parfaitement cette conversation. David a alors affirmé qu'il comprenait désormais. Si Robert Wellington n'avait pas cherché à les séparer, David n'aurait jamais découvert qu'un enfant a la capacité de changer le monde lorsque les adultes cessent de le sous-estimer. Le même jour, David a reçu un autre appel qui a bouleversé sa vie. L'université Harvard lui a offert une bourse d'études complète pour un programme novateur en droit et justice sociale, une initiative unique en son genre, conçue spécifiquement pour les étudiants ayant démontré un leadership social exceptionnel avant l'âge de 16 ans. Janet lui a demandé s'il allait accepter, et David a répondu par l'affirmative, à une condition.
Il souhaitait mettre son éducation au service de la création d'un cadre juridique qui protège l'ensemble des enfants, et non pas seulement ceux qui ont la chance d'être assez intelligents pour se défendre eux-mêmes. Des années plus tard, à 16 ans, David Thompson est devenu le plus jeune juriste jamais admis au barreau. Sa première action en justice fut un recours contre le système éducatif pour son manquement à enseigner les droits fondamentaux des enfants dans les écoles publiques, qu'il a remporté, établissant un précédent qui a rendu l'instruction juridique obligatoire pour tous les élèves américains. Robert Wellington ne s'est jamais complètement remis de sa déchéance, vivant modestement et occupant des emplois peu rémunérés. Dans des moments de lucidité, il lui arrivait parfois de songer au fils extraordinaire qu'il avait perdu à cause de son avarice, reconnaissant que David était devenu précisément le type d'homme qu'il n'avait jamais été capable d'être. Le récit de David Thompson a prouvé que la véritable puissance ne découle pas de la richesse ou des relations, mais d'une alliance entre l'intellect, la bravoure et un amour inconditionnel. Un jeune garçon de 9 ans a triomphé d'un système corrompu en n'utilisant qu'une bibliothèque publique, une détermination inébranlable et le pouvoir transformateur de la vérité. David a appris qu'en luttant pour la justice, l'univers concourt à votre réussite. Robert Wellington a découvert que sous-estimer un enfant résolu pouvait s'avérer l'erreur la plus coûteuse de son existence. Et des millions d'enfants à travers le monde ont compris que leur opinion est importante, que leurs droits sont concrets, et qu'ils ne sont jamais trop jeunes pour défendre la justice. La revanche la plus significative de David ne fut pas la ruine de Robert Wellington. Sa plus importante rétribution a consisté à édifier un héritage qui viendrait au secours de milliers de foyers face aux mêmes iniquités qu'il avait rencontrées. Ce récit de bravoure et de persévérance démontre qu'occasionnellement, les figures héroïques les plus inattendues sont celles que la société persiste à négliger.